Moi, mon intervention, c'était, je parlerai plutôt du Mali. Vous savez tout ce qui se passe au Mali, quoi, en fait, avec la libération de nos trois soldats, et puis le comportement de ce putschiste-là, putschiste djihadiste militaire-là. Clairement, il y a quelque chose qui me cœur beaucoup, avec tout, quand j'écoute les différentes interventions par-ci, par-là, euh, avec des gens importants, les médias importants, tout ça. Il y a des propos qui me viennent. Il y a une parole que les gens ont tendance à tenir qui vraiment, ça ne me plaît pas. Et je voudrais savoir, avoir ton avis là-dessus. J'ai remarqué que chaque fois qu'on parle du problème de la Côte d'Ivoire et du Mali, c'est-à-dire le problème de l'arrestation, du kidnapping de nos 49 soldats, les gens ont tendance à mettre les deux pays tous à dos, les deux chefs d'État tous à dos. C'est-à-dire, oui, la Côte d'Ivoire, le Mali a arrêté les militaires, mais la Côte d'Ivoire aussi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre cette forme d'hypocrisie, quoi. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le Mali qui nous a agressés. Nous, on n'est pas allé au Mali pour faire du mal aux Maliens. On est parti dans un contexte bien déterminé. C'est quelque chose qui était là. C'était des gens qui venaient pour donner un coup de mer au pays, le Mali. On n'est pas venu pour faire du mal au Mali. Donc, on ne peut pas nous mettre deux à dos. C'est comme je prends un exemple, quelqu'un qui vient trouver un homme assis et il agresse, la personne se défend, la personne le corrige correctement, et puis on vient dire non, écoutez, calmez-vous, mais vous avez mal fait, vous n'avez pas raison. J'ai du mal là, ça me supporte là. Et je ne sais pas si c'est moi je comprends mal les choses, ou c'est. À ce moment, je ne comprends pas cette cohérence au fait. Qu'est-ce que vous en pensez à votre avis, monsieur? Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'amalgames que les gens font parce que les gens, c'est vrai, Internet est devenu une source de renseignement aujourd'hui très importante. Mais en même temps aussi, il faut savoir bien comprendre les choses et savoir aussi que Internet est devenu aujourd'hui une place de grande manipulation. Et plus quelqu'un parle sur Internet, les gens ont tendance à croire que c'est cette personne-là qui a la vérité. Allez regarder le nombre de discours de la junte au Mali. Allez-y regarder le nombre de cyberactivistes qu'ils ont produits en si peu de temps pour essayer de faire du bruit. Donc à force de les écouter, à un moment les gens avaient pensé que ce que les Maliens disaient était vrai. Mais quand ce que tu as dit est vrai là, ton discours ne change pas. Quand ce que tu as à dire là est vrai, tu ne te dédies pas dans tes actions. Et donc, quand tu manques de sérénité dans ce que tu poses comme action, ça veut dire que toi-même, au minimum, tu n'étais pas sûr de ce que tu faisais. Et c'est ce que le gouvernement d'Assimi Goïta a démontré depuis le début de cette affaire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui a fait très peu de communiqués, a toujours démontré que ces personnes ne sont pas des mercenaires. Et le gouvernement du Mali le sait très bien. Mais ils continuent toujours de dire à leurs cyberactivistes de dire que nos soldats sont des mercenaires. Alors qu'eux-mêmes ont les preuves que ce ne sont pas des mercenaires. Deuxième chose, comme je le disais, c'est une déclaration de guerre. Parce que si on veut utiliser les vrais termes, on a vu des pays entrer en guerre contre d'autres pour moins que ce que Assimi a posé comme acte. On ne peut pas supposer que des gens viennent attaquer. C'est une accusation qui est grave. Est-ce que quelqu'un, parce qu'on dit c'est un voleur, s'il vient dans ma maison là, est-ce que c'est un voleur? Non. Il faut attendre d'abord qu'il pose l'acte. Parce que quand tu vas aller devant le juge, on va demander, oui, on sait qu'il avait volé avant. Mais, est-ce que dans le cas spécifique, quand il est venu chez toi, là, est-ce qu'il a volé? Tu dis, non, 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 mais moi je sais qu'il allait voler. Quand on demande, est-ce que les gens là, que non, eux, ce ne sont pas les militaires, ils n'ont jamais dit que ce sont les gens là qui disent qu'ils sont venus pour faire un coup d'état ou même pour déstabiliser le Mali. Et je mets quiconque au défi de me prouver que ces gens-là ont été interrogés ou bien que le gouvernement ivoirien a dit nous avons envoyé ces gens-là pour déstabiliser le Mali, ou bien que les gens qui ont été arrêtés là disent que effectivement notre intention était de venir déstabiliser le Mali. Mais quand vous-même vous mettez à la place des gens pour créer une histoire de dire que quelqu'un veut vous déstabiliser, mais que vous ne donnez pas la parole à la personne, alors qu'on sait que ces gens-là,
Ce n'est pas leur première fois d'aller dans le même cadre, pour le même boulot, dans le même endroit. Le contingent des 49 qui a été arrêté là, Oui. depuis 2019, depuis avant Assimi Goïta là, ils faisaient leur travail. Depuis 2019, ça n'a jamais posé de problème. Et chaque fois, les mêmes groupements de 49 personnes, ou ainsi de 50 même, se remplaçaient parce qu'il y a une 50e personne. Voilà, donc comme ça n'a jamais posé de problème. Mais c'est au moment où Assimi se sent acculé. Ce qu'il a dit, que lui il allait lutter contre les djihadistes pour ramener la souveraineté du Mali, on se rend compte que depuis qu'Assimi, après son deuxième coup d'État, il est arrivé au Mali, le territoire du Mali est en train de se réduire. Alors que sous Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un président civil, le territoire du Mali était plus vaste que ce qu'il a aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, là, tout le Mali, là, la souveraineté que Assimi veut, là, n'est rien que sur 245 km², c'est-à-dire la zone de Bamako et Kati. C'est tout. C'est tout. Si on ne maîtrise rien, le centre du Mali est occupé par la Katiba du Massina, le nord est occupé par le MNLA et les groupes salafistes de soutien à l'islam. Mais finalement, les Maliens, Assimi ne peut pas aujourd'hui dire aux Maliens, parce que même les civils, comme Ibeka, ont été mieux que lui. Et donc, Assimi ne peut pas assumer cette honte. Il ne peut pas assumer ça devant le peuple malien. Et donc, il faut créer des ennemis extérieurs. Assimi est dans une stratégie de distraction. Parce que, chers frères, à la fin de la journée, là, Assimi a tout intérêt qu'aucun de ses soldats-là ne soit mal portant. Lui-même, il sait que c'est une bombe qui entre les mains. Parce que, supposons que Dieu ne le fasse pas, qu'un des soldats-là meurt dans leurs mains. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra justifier qu'il faut laisser à Dieu? On devient, si on ne réagit pas, on devient un État faible, on devient un État incapable. Et tout le monde va donc dire on peut faire ça. Et c'est une manière de parler. Mais ce que je veux dire là, eux-mêmes ils ont tout intérêt à ce que cette situation-là ne dégénère pas. Parce qu'aujourd'hui, la vraie menace, et la menace la plus importante qui est sur le Mali, c'est le djihadisme. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Non. Et même si ces gens-là étaient partis pour déstabiliser le Mali, ce qui n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, là, le Mali dont on parle là, c'est quel Mali? C'est pour prendre Bamako seulement. Donc ils vont aller déstabiliser Bamako et puis ils vont dire on a enlevé Assimi, donc on a placé quelqu'un. Mais c'est que tu n'as rien fait. Parce que les djihadistes même vont profiter de ça encore pour élargir leur territoire. Mais même hier, les djihadistes ont gagné la ville de Talatay. Et donc, c'est ce que Assimi, incapable de répondre à l'échec total de sa politique, il crée un ennemi extérieur. Et il dit que c'est la France qui est son ennemi. Quand la France n'est plus là, il faut toujours se... C'est comme ça que les dictatures ont toujours fonctionné. Et je le dis à ces milliers de Maliens qui nous écoutent actuellement là, peut-être que par crainte pour vos vies, vous ne pouvez pas dire certaines vérités. Mais aujourd'hui là, est-ce que vous vivez mieux? Ou bien aujourd'hui, votre vie, est-ce que vous la vivez mal? Ça, je vous laisse cette question pour que vous donniez la réponse que vous souhaitez. Mais une chose est sûre, beaucoup parmi les Maliens regrettent aujourd'hui les époques de Ibeka. Et ils vont plus loin. Quand ce n'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, vous avez arrêté les 49 militaires. Dieu merci. La déstabilisation qu'ils voulaient faire n'a pas eu lieu. Mais est-ce que ça a permis à Assimi d'obtenir la victoire sur les djihadistes? Non. Mais ça a été plutôt l'effet contraire. C'est les djihadistes qui gagnent du terrain. Aujourd'hui, tout Mali, chers Maliens, votre souveraineté s'arrête aux portes de Bamako. Alors qu'au temps d'Ibeka, vous pouvez aller à Gao. Allez demander aux gens d'aujourd'hui qui sont à Gao s'ils veulent parler de... Si on peut leur parler de souveraineté. Ils vont te dire, mais tu es en train de parler de quoi? Allez demander aux gens qui sont à Moura.
Si on peut venir leur parler de souveraineté, ils vont te dire non, non, non. Nous, on allait négocier avec les djihadistes, on va trouver notre solution parce que ceux-là, on n'a pas confiance en eux. Voilà la réalité du Mali. Et donc, ils sont en train de perdre et de distraire le monde en disant qu'eux sont les braves. Et à travers leurs propagandistes, on arrive à comprendre aujourd'hui, comme je le disais hier, que même les plaintes qu'ils avaient posées, Sergueï Lavrov a demandé au ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est-ce que tu es sûr des preuves? Abdoulaye Diop n'a pas donné la réponse jusqu'à aujourd'hui. Et le 1er septembre 2022, quand ils sont allés voter la résolution 2374 à l'ONU, leur résolution là, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, j'avais dit que ça n'allait pas aller quelque part. Tout le monde a mis ça dans la poubelle. Et depuis hier, ils sont en train de se dire que maintenant c'est le Burkina avec la Guinée et le Mali qui vont former un front. Ah, donc la Russie ne peut plus vous aider. Et donc ils vont finir tout ça, mais vont revenir à la réalité. Maintenant, on est dans un monde où chacun est libre de parler en fonction de ses intérêts. Il y a des gens même qui ne veulent même pas chercher à comprendre la réalité. Il ne faut pas perdre ton temps pour leur expliquer. Maintenant, il y a des gens qui connaissent la réalité mais qui veulent la dénaturer. Ceux-là, il ne faut pas perdre ton temps avec eux. Il y a des gens même qui sont endoctrinés, qui sont dans leur folie idéologique. Ceux-là, tu ne peux rien leur dire. Nous, notre message s'adresse aux gens intelligents qui comprennent que le jour que un Africain va comprendre que lui, sa gloire, ce n'est pas de dénigrer notre Africain ou d'arrêter d'autres Africains ou d'utiliser notre Africain pour devenir plus grand. C'est ce jour-là qu'Assimi comprendra que les destins de nos pays sont liés et que les vrais ennemis de l'Afrique, c'est d'abord la faim et la pauvreté et le djihadisme. Aujourd'hui, les Maliens connaissent la faim. Aujourd'hui, les Maliens connaissent le djihadisme. Attaquons-nous d'abord à ces vrais problèmes-là. Le vrai problème, ce n'est pas la Hassan Ouattara, ce n'est pas la France. Et j'ai dit quelque chose et je le réitère. Dans la vie, là, il y a les forts, mais il y a les faibles. Mais selon là où tu te situes, là, le plus important, c'est comment chercher à quitter la position de faiblesse. Même si tout le monde t'insulte, mais que tu arrives à améliorer ta condition, c'est déjà une avancée. Et j'ai dit quelque chose, mais j'ai dit que c'est aux gens intelligents qu'on parle. Cher frère, oui. Si toi tu sais que moi, éclaireur, pro-vérité, je suis celui-là même qui est le voleur de la maison. Mais si tu me confies la clé là-haut, le problème n'est pas fini. Ah, ça c'est clair. Bon, on dit que c'est les Français les djihadistes. C'est eux qui aident les djihadistes. On dit que c'est les Américains. On dit aussi que c'est les Russes. Comment on ne comprend plus l'affaire là? On dit non, les Français, eux n'ont qu'à partir. Bon, les Russes que vous voulez aussi là, eux aussi on dit, d'autres disent qu'ils ne sont pas bons. Bon, et si on les mettait et tous sur le terrain maintenant? Et si on les mettait tous et puis on leur confiait maintenant le sort du Mali? On va voir qui est le vrai djihadiste et qui n'est pas le vrai djihadiste. On va voir s'il peut faire quelque chose, mais s'il ne peut pas faire quelque chose. Ce que j'ai dit là, j'ai dit c'est aux gens intelligents que je m'adresse. C'est pas aux gens qui disent, bon, la France est quittée là. Mais aujourd'hui, dès que la France a quitté Gao là, allez demander aux gens de Gao s'ils sont en paix aujourd'hui. Ça fait plus de 4 mois. Il y a un embargo, les djihadistes ont bloqué les chemins, les gens souffrent. Je n'ai pas dit que la France est la solution, mais la Russie aussi n'est pas la solution. Parce que quand on prend les résultats, qu'on regarde, ils n'ont rien donné en termes de résultats. Parce que chaque jour, même hier, 7 septembre 2022, les djihadistes ont pris la ville de Talatay. Ils n'ont pas pu libérer le centre même du Mali que Amadou Koufa détient. Et donc, ça veut dire que cette solution-là, même que les propagandistes font là, ça n'a pas donné de solution. Mais ça a toujours été la marque des dictatures. Il faut toujours trouver un ennemi pour essayer de jouer les braves dans la conscience. Mais la réalité vous rattrape. Les Maliens ont faim et les djihadistes tuent l'armée du Mali et le peuple du Mali. C'est contre ces deux-là qu'il faut s'attaquer. C'est très important. Sinon, si le président ivoirien avait agi illégalement, l'ONU ne serait pas partie à plusieurs fois. L'ONU ne peut pas se fourvoyer à cause de la Hassan Ouattara. Pas du tout. L'UA ne peut pas se fourvoyer. Les nations, comment on appelle, la CEDEAO ne peut pas se fourvoyer.
Mais quand on explique tout ça à des gens pour dire, mais depuis quand toi, tu as vu l'ONU se lever pour aller plaider le cas des mercenaires? Depuis quand tu as vu l'Union africaine te dire qu'il faut libérer des mercenaires, ils ne sont pas des mercenaires? Depuis quand tu as vu la CEDEAO le faire? Mais une fois que tu expliques ça à quelqu'un, la personne va bien se dire, donc, il y a quelque chose à chercher à comprendre. Mais quand les gens ne veulent pas comprendre, on laisse ça comme ça, mais on laisse le temps. Parce que quand tu veux combattre tout le monde, tu finis par être toi-même ton ennemi. Et c'est sur ce chemin-là qu'Assimi Goïta est en train de partir. Et donc si c'est ce qu'il souhaite pour lui-même, tant mieux. Mais c'est le peuple du Mali qui va souffrir. Et ça sera malheureux. C'est ce que je peux dire. C'est les Blancs qui sont nos problèmes. C'est ça, c'est comme dit, c'est comme ça. Il n'y a pas un peuple qui est libre sur cette terre-là. Il n'y a pas un peuple qui est libre sur cette terre. Même les grands États-Unis là sont redevables à quelqu'un. Effectivement. Aujourd'hui là, le nombre d'argent que les États-Unis doivent à la Chine, c'est pas petit. Même le Japon également. Voilà, ça c'est un exemple que je prends. Est-ce que pour autant les Américains ne sont pas souverains? Non. Merci. De quelque manière que ce soit, chacun est tenu d'être l'esclave de l'autre d'une manière ou d'une autre. Toi, ton patron là, moi, mon patron là, je suis son esclave parce que quand il me dit de faire quelque chose, même si je n'aime pas, je vais faire. Donc là, c'est ça. Mais en arrière-plan, qu'est-ce que je recherche? C'est ma survie et comment maintenir ma dignité. Si j'ai fini mes 8 heures du temps, je m'en fous du reste. Après les 8 heures du temps, j'ai ma dignité. Ça. Mais si je refuse cet esclavage de 8 heures du temps chaque jour, 5 fois par semaine, que je vais être libre, mais je suis en train de demander aux gens à manger. Les Maliens disent qu'ils veulent leur souveraineté. Mais la Côte d'Ivoire que vous êtes en train d'accuser, si la Côte d'Ivoire voulait attaquer le Mali, quand vous avez fait votre levée de fonds en août, là, la Côte d'Ivoire vous a financé. Pourquoi vous n'avez pas refusé l'argent de la Côte d'Ivoire? Comment? Si la Côte d'Ivoire devrait déstabiliser un pays, comment tu peux financer un pays et puis le déstabiliser? Chers Maliens, la levée de fonds que vous avez fait pour pouvoir payer vos fonctionnaires et puis payer vos dettes là, il y a la Côte d'Ivoire qui a participé dedans. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a donné crédit au Mali. Donc la Côte d'Ivoire va donner crédit au Mali et puis tuer les Maliens. Et sans se poser la question qui va payer son crédit. Chers frères, je crois que les Maliens devraient réfléchir. On peut mentir, mais on ne peut pas soutenir le mensonge. Alors que par tous les plans, par tous les systèmes de réflexion, nous on peut vous prouver que vous êtes dans le faux. On vient par la logique pure, on vous montre tous les jours. On fait par syllogisme, on vous montre. Je sais que ça c'est un peu trop fort pour eux. Mais même si on tombe encore dans l'absurde, on vous démontre. Et là, j'ai fait une réflexion dans l'absurdité en disant, je donne un crédit à mon frère avec qui je parle. Et puis demain, je m'en vais le tuer. Mais après, demain, je vais venir demander qu'on paye mon crédit. Qui va payer mon crédit? Celui qui doit payer l'a tué. Donc, même dans l'absurde, ce que les Maliens disent ne tient pas. Et donc, c'est important que les Maliens puissent comprendre la vérité de la réalité qui est dans le monde. Que le monde ne fonctionne pas avec ce que nous on veut ou même ce qu'on dit. Le monde fonctionne avec des règles qui arrangent la majorité. C'est ça qui est important. Vraiment, merci, chef. Et il y a quelqu'un qui dit que je mens. Je vais lui dire qu'il n'est pas beaucoup familier de notre page. Mais va sur notre page et prends l'émission de Juan Gomez. Et regarde, tu vas bien comprendre. Tu t'appelles Moussa Diallo. Et je vois que tu n'es pas vraiment intelligent. Parce que tu m'as posé la question, tu devais me laisser répondre. Mais je sais que c'est l'éducation qui fait ça. Quand papa et maman n'ont pas été correctement à la maison, tu peux traiter les gens de menteurs. Et ça dépasse ton niveau. Mais ce que j'ai dit, va sur ma plateforme, tu vas entendre l'émission en question où la Côte d'Ivoire a financé le Mali. Je n'ai pas dit d'aller ailleurs. La même page Éclaireur Pro Vérité, la prends, tu descends. Tu vas regarder les émissions de RFI. Tu vas voir ça là-bas. Donc moi, je ne suis plus un menteur. Mais toi, tu m'as insulté. Ça veut dire que tu es mal élevé. Mais tu n'es pas seulement mal élevé. C'est parce que ton papa et ta maman, là, eux-mêmes, là, vos grands-parents ont raté leur éducation. Donc toi, tes parents, là, sont devenus des déchets humains. Et de leurs déchets humains, toi, tu es devenu un raté de l'existence.
qui soit sorti et qui fait honte et qui est en train de représenter l'indignité de tes grands-parents et de toute ta génération. Ici, là, quand tu ne veux pas respecter les gens, là, moi, je te mets au pas correctement. Tu veux insulter, non? Allons maintenant. Ici, là, moi, je sais m'adapter à tout. Tu veux insulter, non? Je t'ai montré que tes parents n'ont pas été éduqués. Éducation de base. Je n'ai pas parlé d'éducation académique. Parce que vous n'avez ça qu'à la bouche. Tu mens, tu mens, tu mens. Maintenant, là, le mensonge, là, je viens de te montrer. Je t'ai dit, va regarder ça et puis viens me dire, bon, ce que j'ai écouté là. Si tu comprends français, tu vas comprendre. Espèce de bouvier et de cerveau aplati. Et donc, cher frère, on peut continuer. Voilà. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, cher Il n'y a frère. pas de problème. Donc, on va passer une excellente soirée. Bonne émission, tout le monde. Oui, si c'est un peul et que ça ne veut pas dire que parce qu'il est peul, c'est un cerveau de bœuf qui est dans sa tête. C'est parce que ses parents n'ont pas été corrects pour assumer, pour lui donner une éducation correcte, qu'il se promène pour insulter. Mais les garçons qu'on insulte et puis ils laissent là, c'est pas moi. De la manière que tu envoies là, je mets ça en puissance 10 pour te donner. Si ces arrière-parents, parce qu'ils ont eu des bœufs, leur cerveau là, ils ont enlevé puis ils ont mis cerveau de bœuf dedans. Quand c'est comme ça, tu vas vivre parmi les bœufs. Tu ne viens pas ici pour dire des insanités, pour insulter les gens. C'est pas le fait d'insulter qui me fait mal, mais c'est pour te prouver que vous venez insulter les gens là. Si on entre dans ce jeu, on va vous prouver qu'on est plus fort dans ça que vous. La semaine dernière, nous avons appris que le Mali a levé un emprunt de 270 milliards de francs CFA. Mes questions sont les suivantes. Sait-on comment cet argent va être investi? Les autorités maliennes doivent-elles apporter des garanties aux prêteurs? Alors Pierre Jacquemot, est-ce que cet argent va être investi ou est-ce qu'il va plutôt permettre à l'État malien d'éponger sa dette? Malheureusement, c'est bien la deuxième solution qui va être possible. Comme vous l'avez dit, le Mali a vu lever les sanctions dont il était pénalisé le 3 juillet dernier, mais pendant 7 mois, le pays a été en quelque sorte entravé dans son développement économique et financier par la CEDEAO et ses avoirs auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ces avoirs ont été bloqués. Donc pendant cette période, le Mali a continué d'accumuler ses arriérés de paiement, donc de gonfler en quelque sorte sa dette à hauteur d'environ 350 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 500 millions d'euros. Le pays n'avait pas de ressources monétaires et donc s'est endetté. Et il fallait donc d'urgence combler ce trou, il fallait rembourser. Et donc l'emprunt qui a été dénoué au début de ce mois-ci, le 9 août, avec les 8 pays membres de l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, a servi en fait à payer les arriérés accumulés les 6-7 derniers mois. Rien de moins, rien de plus en quelque sorte. Donc cet emprunt de 277 milliards de francs CFA dont vous faites allusion ne sert pas à l'investissement, mais simplement à éponger le service de la dette qui a grossi pendant ces 7 mois. Pierre Jacquemot, Amidou voulait savoir si les autorités maliennes apportent des garanties aux prêteurs. Alors, dans cette opération, en quelque sorte, qui est une opération blanche, puisque l'argent qui rentre ressort immédiatement par ce truchement de remboursement, il n'y a pas de question de garantie. Mais en revanche, le problème aujourd'hui est de reconstituer une capacité d'endettement du Mali, précisément pour faire les investissements que votre auditeur visiblement souhaite pour que ce pays puisse reprendre un sentier de croissance économique. Et là, la question des garanties va se poser effectivement. Qu'est-ce que le Mali peut offrir comme garantie auprès de prêteurs, notamment de prêteurs étrangers, alors que la note auprès des institutions financières du Mali n'est pas bonne pour des raisons que vous connaissez.
Alors, malgré tout, cet emprunt, les autorités maliennes ont réussi à le lever sur le marché financier régional. Quels sont les acteurs qui ont répondu favorablement aux autorités de Bamako? Alors, il y a d'abord des banques maliennes elles-mêmes, hein, pour environ 20% du montant, ce sont des Maliens qui ont souscrit à cet emprunt. Et puis des pays, principalement le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, pour des montants assez significatifs, et de manière un peu moins importante, le Sénégal, le Bénin, le Niger et la Guinée-Bissau. Donc vous voyez que les 8 pays membres de l'UEMOA, donc de la zone franc ouest-africaine, ont répondu, tout en disant qu'ils n'avaient pas tellement de choix, puisque du succès de l'opération dépendait le paiement des arriérés auprès de ces créditeurs, en quelque sorte. Donc ils ont répondu presque par intérêt. Ben oui, ils n'avaient pas trop le choix. Si vous voulez être remboursé, il fallait qu'ils consentent ces crédits à hauteur des montants quand même significatifs, 277 milliards, 277 milliards de francs CFA.